Welcome! L'intelligence émotionnelle existe-t-elle? En voilà un titre qui n'est pas polémique du tout et qui ne va pas déchaîner des passions. Eh bien pour une fois, ce n'est pas moi. C'est le très sérieux titre de la série de 4 articles, ou quadrilogie peut-être, proposée par Livio Tridoli, l'étoile montante de la vulgarisation scientifique, psychologique particulièrement. Mais comme Livio Tridoli n'est pas un quadraologie, il ne se contente pas de son tout nouveau blog, mais réalise surtout des magnifiques infographies, des visuels graphiques sur Instagram ou Facebook, lesquels sont appréciés et partagés par les amateuristes de sciences, de psycho et d'esprit critique. Il est l'invité du show potentiel proposé par le podcast Intensément, tout savoir, tout connaître de l'univers haut potentiel intellectuel, HPI, surdoué, ES et compagnie. Si vous cherchez de l'info fiable et de l'ouverture d'esprit critique, c'est ici. Et c'est parti. Livio Tridoli, bienvenue dans cette nouvelle formule du podcast Intensément, formule audio et vidéo, qui s'appelle aussi le show potentiel maintenant. D'ordinaire, je disais, peux-tu te présenter? Mais en fait, ma question c'est comment doit-on te présenter? Comment on doit me présenter? Je pense simplement comme un étudiant en psychologie, puisque c'est ce que je suis, et un passionné, parce que c'est ce que je suis aussi de la psycho, intéressé dans les questions d'intelligence et dans les questions de personnalité. Voilà, actuellement, pas besoin de faire un long CV, c'est ce que je suis, donc je pense que c'est la meilleure présentation. Je te présente aussi et surtout comme un vulgarisateur soit psychologique, soit scientifique. Qu'est-ce que tu préférerais? Oui, vulgarisateur, ouais, scientifique, bon, psycho. La psycho étant une science, je pense qu'on va pas faire du détail là-dessus. C'est Ok, bon dans les alors deux cas. je vais changer ça sur la bannière alors, comme ça. Comment t'es venue l'idée de faire de la vulgarisation scientifique sur les réseaux sociaux? À vrai dire, j'ai commencé assez tôt. J'ai commencé, je pense, si je ne me trompe, quand j'étais en 2e année de psycho. Donc j'avais même pas encore fini ma licence ou mon bachelier, hein, selon si on est en Belgique ou en France, le nom n'est pas le même. J'ai toujours eu, voilà, j'aime bien expliquer. J'aime bien expliquer. J'aime bien apprendre des trucs et ensuite essayer de les expliquer aux gens, à tort ou à raison. Mais en tout cas, ça m'a poussé à essayer de commencer à produire des petits posts sur Instagram. Alors à l'époque, forcément, je m'étais lancé avec un petit peu ce que j'avais sous la main, donc les designs et tout ça, j'y étais clairement pas. Mais l'idée était là, j'avais envie de faire quelque chose là-dessus. Et donc, voilà, la formule a évolué au fur et à mesure et j'en suis arrivé à faire ce que je fais aujourd'hui. À mon niveau, c'est sympa, je pense. Voilà, ça fait le job. Ce que j'apprécie chez toi, et c'est pour ça que je t'ai invité secrètement, c'est pour avoir des cours d'infographie, parce que parce qu'ils sont vraiment bien faits, je trouve. Alors, je sais pas si ça te prend beaucoup de temps à chaque fois. J'ai la chance d'avoir pu bosser avec une agence de communication, de bosser avec une agence de Ah. communication. Ouais, je n'ai malheureusement pas les talents en termes de design et tout ça. Mes anciens visuels vraiment témoignent contre moi à ce niveau-là. Je suis excessivement mauvais. Mes tout premiers visuels, c'était moi qui les faisais et c'était catastrophique. Alors, ça, c'est les nouveaux. Et donc, tu me dis tes anciens visuels, c'est ceux qu'on voit en début, je suppose. Ouais, ils vont piquer. Ils vont piquer. En comparaison des nouveaux, ils piquent. C'est Ils cela. piquent là. Voilà. Voilà. Ouais, tout à fait. Oui, Là, c'est ça vrai pique tout de que... suite beaucoup plus. Bon, c'est un peu mon niveau, ça. Ouais, on est sur autre chose. Mais j'ai eu la chance d'avoir une agence de communication qui a pris tout ça en charge. C'est mon meilleur ami qui la tient, qui est une agence de com online.be. Okay. Et donc, c'est eux qui ont repris tout ça en charge à un moment. Et voilà, il m'a gentiment proposé un petit peu de faire des visuels une bonne fois, parce qu'il trouvait évidemment le job assez sympa. Mais bon, je pense qu'il avait raison. Le côté design pêchait un peu. Écoute, c'est une très bonne initiative que vous avez pris ensemble. Et c'est vrai que là, de voir arriver d'un seul coup sur Facebook et donc aussi sur Instagram et sur LinkedIn, tout ça, tes visuels, tes infographies, c'est vraiment génial. Alors surtout, celle que je sais pas si c'est celle qui a le plus marché, mais en tout cas, chez moi, c'est celle qui a le plus marché. C'est les 3 façons de savoir si tu es HP surdoué. Il est simple et efficace. Hein. Celui-là m'a pas demandé beaucoup de recherche. Il est simple et efficace. Alors, je vais le lire pour le cas où on le voit pas très bien sur l'écran. Alors, 1, faire un test de QI chez un psychologue. 2, faire un test de QI chez un psychologue. 3, faire un test de QI chez un psychologue. Simple et efficace. Oui, et puis en plus, ça reprend un peu ce fameux truc qu'on voit de partout, là, 5 signes que vous êtes surdoué, Oui. 10 signes, Ouais. ça, c'est... Ouais. Mais c'était une période avec Stéphanie Aubertin où on a vu, enfin, je pense que c'est encore une période en fait. Hein, j'ai l'impression que cette période ne se termine jamais, mais en tout cas, il y a eu un moment avec Stéphanie Aubertin où on échangeait beaucoup sur ce qui se passait entre guillemets dans les médias, un petit peu dans la population générale par rapport au HP et tout ça, et on avait eu le cas
Amel Ben, si je ne me trompe pas, qui avait fait toute une histoire oui. avec Madame Fachin, comme d'habitude, Madame Sio Fachin, où elle avait détecté qu'elle était HP en la regardant. Enfin, on ne sait pas exactement ce qui s'était passé, mais ça avait fait encore une fois tout un remous. Et donc, je m'étais dit, bon, je vais apporter ma petite contribution, ma petite pierre à l'édifice. Et d'un point de vue scientifique, la question de savoir si on est HP ou pas, elle est résolue très facilement, en fait. On fait un test très facilement. C'est peut-être un peu facile de le dire ainsi, mais globalement, c'est relativement facilement de le savoir. On fait un test de QI, et puis selon si on a des indices qui sont hétérogènes ou homogènes, on peut discuter tout ça, mais globalement, 130 de QI, on a un HP. 129, on peut en discuter. Bon, voilà, il n'y a pas de limite précise, mais globalement, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Il n'est pas question de regarder les gens ou discuter par rapport à on ne sait quoi, s'ils ressentent les énergies, ou, enfin, voilà. Vraiment, on est loin de tout ça. L'intelligence et la personnalité, d'un point de vue psycho, ce sont deux domaines, je veux dire, qui ne s'étudient que du point de vue de la psychométrie, parce qu'on peut les étudier aussi d'un point de vue biologique, neurobiologique et tout ça, évidemment. Mais si on parle d'un point de vue psycho, une des façons les plus robustes d'étudier ça, c'est via de la psychométrie, c'est via des mesures. Parce que sinon, derrière, comment est-ce qu'on fait des tests? Comment est-ce qu'on sait déterminer certains facteurs et éloigner d'autres? Enfin, voilà, ça devient impossible. Et donc, évidemment, oui, j'ai dû m'intéresser de moi-même d'office à la psychométrie parce que c'est ce qui fait qu'on a quelque chose d'assez fiable, de fidèle. Enfin, voilà, tous les trucs utilisés en psychométrie pour déterminer si les choses sont scientifiques ou non, quoi. Je me posais la question de savoir si, en tout cas autour de toi ou de ton expérience, les étudiants en psychologie étaient plus orientés science, esprit critique, ou alors étaient plus orientés... C'est vraiment compliqué parce que la psycho souffre encore, souffre, souffre, je vais garder le mot. La psycho souffre encore d'une vision très ésotérique, on va dire, d'une vision très mélangée avec des pseudosciences, mélangée avec des choses qui n'ont rien à voir avec de la psychoscientifique. Et ce qui n'est pas nécessairement le cas dans les deux. Enfin, j'ai jamais vraiment vu beaucoup d'autres domaines qui en souffraient autant. Donc, il y a vraiment une jonction qui se fait entre des concepts scientifiques et des concepts pseudo-scientifiques. Et des fois, ça flirte tellement, des fois, c'est tellement proche que même dans les unifs et tout ça, on n'arrive pas à démêler spécifiquement le bon du mauvais. Et donc, on peut vraiment trouver de tout et de rien. Ça fait aussi en partie la richesse, je pense. Ça fait aussi en partie la richesse. Chacun a ses croyances aussi. Donc, à ce niveau-là, ça ne doit pas interférer, je pense. C'est pas parce qu'on fait de la psychoscientifique ou pas qu'on n'a pas le droit d'avoir ses croyances. Mais c'est compliqué de dire si on est plus orienté en tant qu'étudiant, si les étudiants sont plus orientés en tant que scientifiques vraiment, ou s'ils sont plus orientés sur des approches holistiques ou pseudo-scientifiques, je ne sais pas à quel autre terme pourrait convenir, mais voilà. Je pense qu'il y a vraiment de tout. J'ai vraiment échangé avec beaucoup d'étudiants et on trouve vraiment de tout. Et c'est ce qui est bien parce que du coup, les patients, ils trouveront leur compte, j'imagine, d'une façon ou d'une autre. Et tu verrais une différence, toi, entre la France et la Belgique, voire entre le monde francophone et le monde anglophone, si tu le connais, ou d'autres mondes que tu connais peut-être? Entre la France et la Belgique, je pense qu'une des vraies différences resterait l'application et l'étude de la psychanalyse, qui, je sais, est encore beaucoup pratiquée dans les universités en France, bien qu'il y a visiblement du déclin. J'ai pas fait toutes les universités de France, mais j'ai discuté avec plusieurs étudiants soit qui étaient en Erasmus, soit qui sont dans les universités de France actuellement. Et visiblement, dans certaines universités, il y a vraiment une bonne persévérance, on va dire, de la psychanalyse. Dans certaines, on a totalement laissé la psycha de côté et on est passé vraiment sur les TCC et tout ça. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien. Je n'émets vraiment pas de jugement là-dessus parce que je ne sais pas si vraiment abandonner des courants complets de la psychologie soit spécialement une si bonne idée. Même dans des courants comme la psychanalyse qui sont fort décriés, je suis pas certain que tout abandonner soit la meilleure idée. Maintenant, entre le monde francophone et le monde anglophone, une des vraies grosses différences, je pense, qu'il y a, c'est que les cursus anglophones, je pense notamment aux universités en Angleterre et en Australie, sont extrêmement beaucoup plus orientés biologie en termes de psycho. D'accord. Après, bon, évidemment, quand on prend des spécialisations en psychosocial et des choses ainsi, forcément, voilà, on est beaucoup plus dans la psychosociale. Mais sinon, dans les cursus qui préparent un petit peu les étudiants à faire de la psycho, en licence, qu'on dirait chez nous, ou en bachelier, les cours sont beaucoup plus neuro. On va dire ça comme ça, beaucoup plus bio. En tout cas, il y en a plus. Il y a des approches aussi beaucoup plus évolutionnaires qui sont proposées. Donc voilà, à ce niveau-là, on est un peu en retard.
Alors, on va passer donc au vif du sujet, donc l'intelligence émotionnelle. Alors, j'avais dans l'idée de te poser une question piège, comme j'avais posé à Stéphanie Aubertin justement au premier épisode, de définir le HPI en 3 minutes. Donc, je m'étais dit, est-ce que tu pourrais définir l'intelligence émotionnelle en 3 minutes? Mais évidemment non, puisque sinon tu n'aurais pas fait une série de 4 articles. Mais est-ce que tu crois que c'est possible de la définir brièvement et ensuite de rentrer dans les détails? Brièvement, oui, si on se base sur la définition de Mayer et Salovey, Salovey, je sais jamais comment on le dit, qui sont les deux auteurs principaux, on va dire reconnus, enfin il y en a beaucoup qui sont reconnus, mais qui sont les deux auteurs principaux qui ont les travaux probablement les plus robustes sur le sujet. On pourrait la définir. Donc eux, ils ont utilisé en gros un modèle à 4 branches. Ils ont utilisé un modèle à 4 branches qui permet de définir l'IE donc sur base de 4 critères différents, qui sont alors de mémoire la capacité à reconnaître les émotions chez soi et chez les autres, la capacité à utiliser les émotions pour atteindre un but, la capacité à gérer ses émotions, et il m'en manque un quatrième qui ne me revient plus. Enfin, soit au pire, c'est sur mon blog de toute façon, donc si jamais. Et donc, ils ont défini ça sur quatre choses, et voilà, ils définissent l'IE comme ça. Maintenant, on est sur une définition qui est très schématique, hein, on va dire, parce que c'est vraiment voici 4 points, voici 4 façons, enfin voici 4 points qui définissent l'IE. On n'est pas sur une définition comme comme l'intelligence tout court, par exemple, les capacités cognitives ou quelque chose comme ça. Voilà, mais c'est parce que l'IE est quelque chose d'assez brouillon. C'est parce que l'IE est quelque chose d'assez brouillon, parce que Mayer et Salovey l'ont défini comme ça d'un côté. On a 5, 6, 7, 8, 10, 15 autres auteurs qui l'ont défini autrement d'autre part. Donc en 3 minutes, j'ai envie de dire, ça fait 30 ans qu'on essaie, on n'y est pas, quoi. Donc là, pour toi, selon toi, ça fait 30 ans qu'on y est vraiment. Depuis les premiers travaux de Mayer et Salovey qui sont on va dire dans les débuts des années 90 pour être dans les premiers travaux académiquement reconnus, dans les débuts des années 90, depuis eux, la recherche n'a pas arrêté, elle s'est même amplifiée, à vrai dire, sur plein de domaines. Et il y a eu plein de sous-branches qui se sont créées dans vraiment plein de façons d'étudier l'IE. Mais on n'en est toujours pas arrivé à un vrai consensus correct et robuste de ce que pourrait être l'intelligence émotionnelle, ou de ce qu'on pourrait faire pour la conceptualiser, ou de ce qu'on pourrait faire pour la mesurer d'ailleurs, mais on en parlera plus tard. Et avant donc ces 30 ans, qu'est-ce qui s'est passé en gros? Ce qui semble s'être passé, en tout cas c'est ce que semble indiquer si on fait un peu d'historique de la psycho, ce qui semble s'être passé, c'est que le QI a eu vraiment le vent en poupe, j'allais dire, pendant 50, 60, 70 ans, hein, 80 presque même. Mmh. Donc voilà, le QI, tout le XXe siècle, c'était le QI, avec ses dérives d'ailleurs et ses bons côtés. Et puis j'imagine qu'à un moment donné, les gens ont commencé à se demander quand même, certains chercheurs ont commencé à se demander quand même si on n'en faisait pas un peu too much avec ce QI, s'il n'y avait pas quand même d'autres choses à aller voir, etc. Il y avait déjà eu des tentatives de voir autre chose que le QI, je pense aux intelligences multiples notamment, au modèle triarchique, si je ne me trompe pas, de Sternberg, qui proposait une intelligence créative, analytique et je ne sais plus quoi d'autre. Enfin voilà, il y avait eu vraiment différents essais pour faire autre chose que le QI, mais le plus gros truc qui a marché, ça a été à un moment le développement de l'intelligence émotionnelle. Et c'est parce que Daniel Goleman a publié un livre qui a mis, on va dire, les points sur les i directement, en disant que voilà, l'intelligence émotionnelle, c'est extraordinairement plus puissant que le QI. Enfin voilà, avec ça, on va accomplir des miracles. Les gens peuvent réussir à l'école 20 fois plus en se basant là-dessus que sur le QI. On peut être d'autant plus épanoui dans notre profession et on peut être encore plus performant en termes de performance professionnelle. Enfin voilà, vraiment des miracles qui étaient attendus, mais on les attend toujours. On les attend toujours. Mais alors sur quoi il se basait, ce Goleman? Goleman, à la base, il s'est basé sur les travaux de Mayer et Salovey, mais ça a été vraiment à la base, parce qu'il a trop vite peut-être même développé sa façon de voir et de conceptualiser l'IE. Parce que les premiers travaux, c'est ce Mayer et Salovey. Les premiers vrais travaux, ce sont eux, donc tout est parti de là. Mais étant donné que eux avaient déjà une approche, on va dire, de performance, ils voulaient mesurer l'intelligence émotionnelle comme une performance, Goleman, en fait, a proposé quelque chose de radicalement différent qui était non, on va plutôt mesurer ça comme un trait de personnalité.
Voilà, c'est D'accord, quelque mais alors, chose qui ne relève pas de la performance, mais qui relève plutôt de comment l'individu a tendance à être, quoi, à se comporter. je Mhm. suppose que certains des auditeurs ou des viewers le connaissent, mais peut-être tu pourrais préciser ce que c'est donc un trait. Est-ce que c'est le modèle Big Five sur lequel tu reviens plusieurs fois lors de tes articles, donc de tes 4 articles que tu as sortis sur ton blog, pour faire le parallèle avec l'intelligence émotionnelle? Oui, donc en psycho, effectivement, il y a beaucoup de modèles de personnalité, hein. Il n'y en a pas qu'un, mais un de ceux qui s'est imposé depuis une bonne vingtaine d'années maintenant, c'est le modèle du Big Five. Le modèle du Big Five s'est vraiment, vraiment imposé parce qu'on s'est rendu compte, alors via des méthodes statistiques un petit peu complexes, mais enfin complexes, non pas vraiment en fait, mais voilà, des méthodes statistiques propres à la psycho, on s'est rendu compte que on pouvait résumer grosso modo tous les adjectifs qu'on utilise au quotidien, tous les mots que l'on emploie au quotidien pour caractériser les gens, on peut les résumer à 5 gros adjectifs, 5 gros facteurs. Tous les adjectifs, si par exemple je dis que quelqu'un est heureux et je dis que quelqu'un a tendance à être joyeux, eh bien je viens d'utiliser 2 adjectifs, joyeux, heureux. On pourrait dire que c'est fondamentalement deux adjectifs différents. Sauf que si on prend ces 2 adjectifs et qu'on demande à 1 million de personnes, par exemple, de noter à quel point est-ce qu'ils sont heureux et à quel point est-ce qu'ils sont joyeux, eh bien on se rendra compte que sur 1 million de personnes qui ont voté, l'écrasante majorité qui a répondu qu'ils sont heureux, par exemple, à 90%, eh bien, sont aussi joyeux à 85-90%. Et donc, on se rend compte que ces 2 mots, en fait, expriment quasiment profondément la même idée, quoi. Et donc, il y a ce qu'on appelle un facteur sous-jacent, hein. Il y a quelque chose qui englobe ces 2 mots. Et c'est comme ça, en gros, qu'on a procédé pour arriver au Big Five, en fait. C'est aussi simple que ça. On a pris, alors à l'époque, ils avaient pris je ne sais plus combien de mots, d'adjectifs du dictionnaire anglais. Et ils avaient donc fait des analyses statistiques comme ça en faisant passer les tests à des gens, et ils étaient arrivés à la conclusion que on pouvait résumer en fait tous ces adjectifs à 5 grands, aussi simple que ça. Et ces 5 grands adjectifs caractérisent ce qu'on appelle des traits de personnalité, qui sont, pour faire très simple, des tendances stables que les gens ont dans leur personnalité, dans leur façon de se comporter, de réfléchir, d'agir, d'être. Voilà, c'est ça tout simplement un trait de personnalité. Alors, tu peux les dire, ces 5 traits qui sont aussi, qu'on connaît aussi en français sous le nom de océan, enfin, pas qu'en Ouais, tout français, à fait. mais... Donc, on a l'ouverture à l'expérience, openness en anglais. Je vais faire dans l'ordre. Donc, ouverture à l'expérience, le trait consciencieux, le trait névrosisme, le trait agréabilité, le trait agréabilité, névrosisme, il manque un, et le trait extraversion. Je les ai pas fait dans l'ordre, mais c'est pas grave. Et le trait extraversion. Ouais, c'est pas grave. Et Donc, alors, voilà, donc, ce sont ces cinq c'est grands-là. une des raisons pour lesquelles le modèle Big Five est considéré comme le plus fiable, c'est justement pour toutes ces questions de statistiques, donc, et de mesures statistiques. Et c'est ça qui est difficile, peut-être, au niveau de l'intelligence émotionnelle, c'est qu'ils n'ont pas réussi à faire ça, à reproduire ce genre de truc. C'est-à-dire que quand Goldman voulait le considérer comme un trait, est-ce qu'il voulait le considérer comme un trait en plus de ces 5 traits-là, ou quelque chose de complètement différent? Le problème, c'est que il y a une règle d'or en psycho que tout chercheur en psycho sait, c'est que lorsque l'on veut découvrir un concept ou un construit, comme on les appelle en psychométrie, donc on imagine qu'il y a quelque chose qui existe, hein, on imagine qu'il y a un trait, voilà, il y a un truc qui existe. On se dit, ok, voilà, je pense qu'il y a ça qui existe. Il y a là une règle d'or, c'est qu'il faut confronter notre construit à d'autres construits qui s'y ressemblent et qui existent déjà. Je prends un exemple très bête qui va faire comprendre ça tout de suite. Imaginons qu'une personne se dise, voilà, je suppose qu'il existe quelque chose dans l'univers, hein, sur Terre, qui permette aux gens de vivre, parce que lorsqu'ils respirent ce truc-là, ça alimente les poumons, ça permet de créer de la vie. Voilà, et il fait toute une théorie, voilà, il imagine, hein, il ferait toute une démarche comme ça empirique, et puis il découvre un atome, hein, il découvre une molécule, il arrive et il dit, voilà, voici le truc qui permet de faire vivre l'humain, je l'ai baptisé Bisbor, et c'est ça qui permet que le cerveau existe et tout ça. Et en fait, le type vient de redécouvrir l'oxygène. Voilà, Oui, pour faire très simple, oui. personne ne va aller vers ce type et lui dire, incroyable, superbe découverte, c'est extraordinaire ce que vous venez de montrer, vous venez de trouver la solution au problème d'oxygénation dans le monde, on va pouvoir réparer des cerveaux grâce à ça. Enfin, non, parce qu'en fait, l'oxygène, on le connaît, on sait c'est quoi, on l'a découvert, voilà, il y en a dans l'atmosphère et tout ça, c'est fait. Donc personne ne va prendre un concept déjà existant, ici en l'occurrence en chimie, le redéfinir
et puis dire, voilà, j'ai trouvé quelque chose, parce que ce truc-là existait déjà. Eh bien, ça, en psycho, je crois que si ça ne se fait pas une fois par jour, je pense que ça ne se fait jamais. Mais En alors, psycho, il y a probablement des centaines et des centaines de concepts qui existent, mais qui n'existent en réalité pas. mais alors, excuse-moi, parce que j'avais prévu une question pour ça, enfin, où j'ai écrit question idiote, quoi. Je veux dire, ces gens-là qui trouvent des concepts comme ça et que tu peux démonter en une seule phrase en disant mais ça existe déjà puisque c'est l'oxygène. Ils le voient pas que ça existe déjà ou ils le savent pas. Je comprends pas parce que c'est quand même des gens. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression de me moquer de gens alors que moi j'ai aucune qualification, aucun diplôme. Mais je veux dire, enfin, effectivement, si tu inventes un truc que tu appelles bisbar et qu'en fait c'est l'oxygène, ils le voient pas. En fait, bon, évidemment, en pratique, c'est toujours évidemment un peu plus compliqué que ce que je viens de dire, parce que de fait, il y a Oui, oui, des oui, études à faire et tout évidemment, ça, hein. Mais évidemment. grosso modo, euh, il y a une règle de base en psycho, c'est que lorsqu'on découvre un construit, il faut absolument, lorsqu'on croit découvrir un construit, il faut absolument le comparer et le confronter, en fait, même, c'est même pas le comparer, c'est le confronter à des construits qui existent déjà. En particulier quand on est dans les domaines de la personnalité et de l'intelligence. Parce que s'il y a bien une chose que l'histoire en psycho nous apprend, c'est que tous les concepts qui ont essayé d'être proposés pour égaler, remplacer ou même proposer une alternative au QI, tous ces concepts se sont absolument cassés la tronche. Ouais. Tous ces concepts ont été oubliés avec le temps, tous ces concepts n'existent plus scientifiquement parlant, que ce soit les intelligences multiples ou autres, tous ces concepts n'ont pas survécu à l'épreuve du temps parce que, a priori, le QI, une fois qu'on contrôle pour le QI, une fois qu'on confronte le QI aux autres concepts qu'on imaginerait qui existent pour l'intelligence, il n'y a plus rien qui existe, quoi. Le QI bouffe absolument tout. Et quand tu parles du QI, tu parles du facteur G. Oh, oui, du facteur G, on pourrait le dire comme ça. Oui, oui. Oui. Le QI, un quotient intellectuel. On pourrait parler de l'intelligence facteur G en termes de modèle. Enfin, on rentre dans le modèle là en fait quand on parle de facteur G, mais on parle globalement de la même chose. Le modèle actuel de l'intelligence qui domine en psycho, c'est le modèle CHC. C'est le modèle de Cattell, Horn et Carroll, j'avais plus son nom, Cattell, Horn et Carroll, donc qui sont, enfin voilà, c'est en termes de psychologue, quand on cite Cattell et Carroll, on sait de quoi ils parlent, parce que ces types-là ont passé leur vie à étudier la psychométrie, et donc le modèle CHC, c'est ce modèle-là qui domine. Et en gros, dans ce modèle, il y a ce qu'on appelle le facteur G, et le facteur G, ce serait comment j'ai expliqué ça simplement, ce serait une espèce de méga trait qui englobe en gros toutes les capacités humaines, toutes les capacités cognitives humaines. Quelles que soient les capacités cognitives humaines qu'on teste, que ce soit de la lecture, de la réflexion, de la compréhension, que ce soit même d'ailleurs entre parenthèses certaines capacités relatives à la vitesse de réaction, la réactivité. Voilà, tout ça s'engouffre et corrèle avec un truc qui s'appelle le facteur G. Il semblerait que l'intelligence humaine, enfin, c'est pas il semblerait, l'intelligence humaine est un truc qui est intercorrélé, et hyper connecté dans tous les sens, et on peut pas vraiment dissocier à proprement parler une intelligence qui serait telle et une intelligence qui serait telle, et ça n'a pas vraiment de lien. Non, tout a du lien. Tout a vraiment du lien. Et donc, c'est ça le facteur G, en fait. Et le QI permettrait de mesurer ce machin-là. D'accord, ok. Et donc, tout ça fait l'objet d'un consensus scientifique. Oui, robuste et je pense, en fait, c'est pas je pense, c'est les données scientifiques sur la question sont extrêmement claires. Il n'y a pas plus robuste en psycho que la littérature sur l'intelligence. S'il y a un sujet qui a survécu à la crise de réplicabilité, un sujet qui a survécu aux problèmes parce de que c'est une crise qui publication et tout apparemment ça, c'est l'intelligence. Oui, parce que, excuse-moi, je t'ai coupé dans ta phrase, si tu peux le refaire. Mais effectivement, cette crise de réplicabilité dans la psychologie, c'est ce qui revient souvent dans la critique de la psychologie et des études. Alors, mais tu dis, toi, que justement, au niveau du QI et du facteur G, non, il n'y a pas... Non, l'intelligence, vraiment, c'est du robuste. Et alors, donc, je reviens toujours à ça. Comment ça se fait qu'on voit dans les médias des psychologues qui remettent ça en cause, qui reviennent à la charge avec ces intelligences multiples, avec ci, avec ça? Je pense qu'une partie de la réponse, c'est que ça dépend là où on met nos valeurs en tant que psychologue. Ça dépend quel genre de psychologue on est. Et je suis pas en train de critiquer les psychologues qui valorisent ce genre de choses, pas du tout. Parce que il y a une utilité à utiliser des concepts qui n'ont pas de fondement scientifique. Dans le sens où, si je suis
je ne sais pas moi, si je suis psychologue ou pédiatre ou instituteur ou professeur ou je ne sais quoi, et que je ne comprends pas grand-chose à la psychométrie, à la science et tout ça. Voilà, c'est pas mon dada. Je suis pas fan des études et tout ça. Bon, ok. Mais je veux profondément aider les gens. En partant de ce postulat-là, la personne est vraiment honnête. Elle veut aider les gens. J'ai envie de dire, on n'en a pas grand-chose à faire entre guillemets de ce sur quoi elle va se baser pour essayer d'aider les gens tant que ce sur quoi elle se base n'est pas profondément nuisible. Maintenant, on joue avec le feu, avec ce genre d'idées, parce que à quel moment est-ce que des concepts pseudo-scientifiques qui s'invitent dans l'éducation et tout ça peuvent devenir nuisibles? Ouais, on a déjà on a vu le cas. On voit le cas avec notamment les styles d'apprentissage, qu'on serait auditif, kinesthésique et des trucs ainsi. Et voilà, on est assez au clair que les gens ne sont pas kinesthésiques ou quoi que ce soit. Ils n'ont pas de réels avantages à essayer d'utiliser des canaux sensoriels différents. Ouais. Et il y avait tout un temps carrément des classes qui étaient créées, des secteurs qui étaient créés presque pour favoriser les gens qui étaient plus auditifs et plus machin. Ce qu'on peut remarquer au niveau de l'intelligence émotionnelle, c'est qu'après ça donne par extension, ça a donné naissance au HPE, au potentiel émotionnel, entre guillemets, qui ça peut être nuisible dans la mesure où si certaines personnes se définissent comme ou s'identifient HPE, elles font pas les bonnes démarches pour aller voir quelles seraient leurs pathologies dont elles souffriraient. Là, typiquement, on tombe dans un des problèmes effectivement qui peut y avoir, quoi. Parce que voilà, je pense qu'il faut faire l'avocat du diable par moment. Les gens qui utilisent, en tout cas qui ne décrient pas les théories alternatives de l'intelligence, que ce soit les intelligences multiples, etc., ne sont pas tous fondamentalement des charognards avides d'argent qui veulent vendre des formations à des prix excessifs. Et voilà, il y a des gens, probablement la plupart sont extrêmement ont d'extrêmes bonnes idées, sont bien motivés et voilà, veulent faire des choses bien, en se basant sur des concepts qui sont foireux, d'accord, très bien, mais ils essayent de faire des choses bien. Donc je ne pense pas qu'il faille jeter la pierre directement dès qu'on entend parler de ces trucs-là. Mais ce que je pense par contre, c'est qu'effectivement, il faut faire attention lorsqu'on utilise des concepts dont on ne connaît pas le fondement scientifique, parce que on peut faire plus de mal que de bien sans le savoir, sans s'en rendre compte. Et ça peut être terrible, évidemment, pour les personnes qui le subissent, mais ça peut être terrible pour soi si à un moment on s'en rend compte et qu'on se rend compte qu'on a fait exactement l'inverse de ce qu'on voulait faire. Ça peut être très compliqué. On va revenir à l'intelligence émotionnelle, parce qu'à cause de ma pensée en arborescence, je nous ai fait un peu dévier, ou je sais pas. Et donc, justement, l'intelligence émotionnelle, tu disais donc que Goleman avait essayé de le définir en traits, et c'est à partir de là où il y a eu ces deux visions, deux branches, donc. On peut le dire comme ça, on pourrait même dire qu'il y en a une troisième, mais deux, c'est déjà bien. Il y a vraiment deux grandes écoles, c'est les gens qui vont essayer de mesurer l'intelligence émotionnelle comme étant quelque chose de la performance, quoi, une capacité qu'on met en action, à quel point est-ce que les gens sont capables de faire les choses qu'ils sont censés faire en étant intelligents émotionnellement parlant. Et il y a une autre école qui dirait que non, à quel point est-ce que les gens ont tendance à se comporter de telle façon ou de telle façon lorsqu'ils sont émotionnellement parlant assez haut, on va dire. Et c'est vraiment deux grandes écoles, et donc on a effectivement les tests de performance d'un côté, et d'un autre côté les autoquestionnaires qui sont grosso modo à peu près tout le monde en a déjà fait, c'est quand on vous pose des questions de j'ai tendance à crier lorsque je m'énerve, j'ai tendance à être anxieux souvent, je me sens déprimé, voilà. Et on répond en général de 1 à 5 si on est plus ou moins d'accord là-dessus, en étant de pas du tout d'accord à très d'accord. On fait ça sur une liste de 10, 20, 30, 50 ou 100 questions, et à la fin on obtient un petit schéma ou un petit score ou des trucs ainsi qui nous dit voilà, vous êtes telle et telle et telle et telle chose. Les tests de performance, c'était des tests qui se voulaient psychométriques comme le QI. Alors c'est le mérite qu'ont Mayer et Salovey, c'est qu'ils ont réellement essayé de faire, je ne sais pas si on peut dire qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, mais en tout cas ils ont vraiment essayé de faire quelque chose qui scientifiquement parlant tient la route. Ils ont vraiment essayé de mettre en place des tests qui vont mesurer quelque chose comme des capacités. Parce que le QI, de fait, quand on mesure le QI, eh bien, c'est pas compliqué. On a des tâches à remplir. Alors, selon les capacités qu'on veut mesurer, eh bien, les tâches, évidemment, sont différentes. On peut mesurer des capacités d'intelligence générale, la culture et tout ça. On peut mesurer des capacités visuospatiales. Enfin, voilà. Il y a différentes tâches. Et donc, le QI fait simplement des exercices, quoi, de moins difficile à très difficile. Typiquement, dans mes articles, je donne un exemple très simple. C'est une suite de nombres. 2, 4, 6, 8, et il faut compléter le dernier nombre. Et là, à peu près tout le monde comprend que c'est 10 qui vient à la fin.
Et c'est là que tu dis que ça pêche pour les tests de performance émotionnelle. Donc. Chez l'intelligence émotionnelle. Parce que si le QI arrive à faire ça, c'est parce qu'en fait, on sait structurer et hiérarchiser la difficulté en termes de compétences cognitives, de capacité cognitive, pardon. Oui. Si je mets 2, 4, 6, 8 et que je demande 10 à la fin, c'est facile pour tout le monde. Si maintenant je mets 2, 7, 27, 42, 96, quel est le dernier chiffre qui vient après? Bon, là, je sais pas s'il y en a un parce que en fait, c'est sorti totalement de mon esprit, mais voilà, il y a des séries de chiffres comme ça qui peuvent tout de suite beaucoup plus appeler de la réflexion et donc tout le monde n'arrivera pas à y répondre. C'est ce qui fait qu'il y a des différences de QI. C'est ce qui fait qu'il y a des gens qui ont 110, d'autres qui ont 100, d'autres qui ont 92, d'autres qui ont 130, parce qu'on n'arrive pas tous à faire le même nombre d'exercices, en fait. Mais dans l'IE, on n'arrive pas à faire ça. On n'arrive pas à hiérarchiser la difficulté. Parce que c'est difficile de hiérarchiser la difficulté. C'est très difficile de hiérarchiser la difficulté. Typiquement, une tâche qu'on peut demander dans un test d'IE, c'est la capacité à reconnaître, par exemple, l'émotion sur le visage de gens. Et donc, on va projeter comme ça des photos. Et donc, il y aura une photo d'une personne qui exprimera une émotion. Et la personne, du coup, le sujet va devoir dire, voilà, il est triste, il est heureux, il n'est pas heureux, il est en colère. Voilà. En général, on fait ça avec les 5 émotions de base, 5-6 émotions de base. Et OK, et après, comment est-ce qu'on rend cet exercice plus difficile? Ben oui. Ça devient tout de suite très compliqué. Ben oui. Et un autre problème qui se pose encore pire, c'est si on a une émotion sur le visage qui est un peu complexe. Si on a une personne qui est, par exemple, triste et en même temps en colère. Parce que ça arrive, il y a des gens qui sont tristes et en colère en même temps. Et donc là, on a une émotion qui est très composée au niveau du visage. Si le sujet doit sélectionner entre les émotions et doit choisir entre colère et tristesse, qu'elle choisit colère, mais qu'en fait c'est colère et tristesse, est-ce qu'elle a tort? Est-ce qu'elle a vraiment raison? Ça devient compliqué. Et s'il y a un Allemand qui arrive et qui donne le mot pour ça. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Et oui, parce qu'en fait, tu expliques aussi qu'effectivement, la personne qui aurait une haute intelligence émotionnelle ou un haut quotient émotionnel, je ne sais pas, voilà, si on le détermine comme ça, un haut quotient émotionnel, ça serait au final la personne qui répond comme tout le monde. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait, parce que à cause des problèmes que je viens d'expliquer, Mayor et Salové étaient très embêtés, et donc ils se sont dit bon, comment on détermine les bonnes réponses? Et cette question est fondamentale. Comment on détermine une bonne réponse? Et pour résoudre ce problème, en tout cas pour essayer de le résoudre, ils ont fait appel à 2 systèmes de cotation, enfin 3 en fait, mais bon voilà, 2 systèmes de cotation principaux, que sont le système de cotation par expert et le système de cotation par consensus. Et donc en gros, les 2 systèmes sont très simples. Celui par expert, c'est globalement on fait appel à une dizaine, quinzaine, vingtaine, cinquantaine d'experts en psycho, en émotion. On leur montre les photos, par exemple, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure. On leur montre les photos et on voit s'ils se mettent d'accord pour dire, tiens, voilà, sur cette photo-là, c'est de la colère. C'est la colère, voilà. Okay. Voilà. Et donc là, on a une réponse par expert. Les experts sont tous mis d'accord, ou presque, et visiblement, c'est la colère qui ressort. OK. Et puis, pour le consensus, on fait globalement la même chose, sauf qu'au lieu de faire appel à des experts, on fait appel à des gens. Et ce que tu disais, c'est qu'en fait, ils se sont aperçus que c'était à peu près pareil. En fait, les experts et les consensus obtiennent relativement à chaque fois les mêmes réponses. Et donc, une grande question qui se pose, c'est à quel point est-ce que ces 2 méthodes de cotation sont vraiment différentes. Si les experts notent de la même façon, codent de la même façon les photos que ce que le consensus, que les gens dans le monde tout venant font, il y a peut-être aussi une question qui se pose sur à quel point est-ce que les experts sont experts pour reconnaître, enfin à quel point est-ce que les experts sont meilleurs que les autres gens pour reconnaître les émotions. Est-ce que ça serait pas culturel? Est-ce que ça serait pas juste une bonne connaissance culturelle générale? C'est ce qui revient donc. Ces questions-là, elles se posent vraiment. Et malheureusement, avec ces 2 systèmes de cotation, on est confronté à un vrai problème qui est que lorsque un sujet répond à un questionnaire et donne une réponse qui est jugée comme correcte, eh bien, il est juste en train de donner une réponse qui est en fait reconnue par la majorité des gens ou par les experts, ce qui est au final la même chose. Et donc, il est juste en fait dans la moyenne. Il répond comme tout le monde. Voilà. Donc, il a trouvé la bonne réponse comme tout le monde. Il a trouvé la bonne réponse comme tout le monde. Et au final, celui qui répondrait différemment serait considéré comme ayant une moins bonne intelligence émotionnelle. Tout à fait. Les problèmes des cotations, c'est vraiment un point central dans les tests de performance. C'est un autre des problèmes qu'on a avec ça, c'est que une personne qui répond différemment du consensus et des experts, à quel point est-ce qu'elle a vraiment tort?
la question est Exactement. compliquée. On n'est pas certain qu'une personne qui voit une émotion, bon, de fait, des fois, quand quelqu'un est en colère, on voit que c'est de la colère et fin de l'histoire. Mais Oui, comme j'ai dit, une émotion peut être beaucoup plus complexe. Et puis, il y a d'autres tâches que de la reconnaissance des émotions. Il y a aussi de la gestion émotionnelle, par exemple. Et donc là, on va proposer des petits scénarios à lire. Jules est rentré chez son patron l'a viré, et Jules a pris la chaise, il lui a cassé sur la tronche. Est-ce que la réaction de Jules était appropriée? Et bon, le consensus et les experts vont peut-être dire que non, c'était pas approprié parce qu'il faut pas casser une chaise sur la tête des gens. Mais peut-être que quelqu'un qui serait dans ce moment et qui réagirait ainsi parce qu'en fait son patron est un réel salopard qui prend plaisir à virer les gens pour aucune raison, mais il serait peut-être dans son droit de lui casser la chaise sur la tête. Donc est-ce que ce serait vraiment pas approprié, sachant que peut-être cet homme-là en perdant son travail va rentrer chez lui, il sera au chômage, perd ses enfants, on ne sait pas exactement. Enfin, après je vais loin, mais dans le contexte de la situation, c'est compliqué de savoir si une personne qui répond différemment que ce que le consensus et les experts ont dit, c'est compliqué de savoir si elle a vraiment, vraiment, vraiment tort. On n'est pas sûr de ça. Je comprends en même temps, non seulement que c'est super intéressant, mais en même temps, pourquoi ça prend des dizaines et des dizaines d'années pour avancer, parce qu'effectivement, on sort un concept comme ça, on essaie de le tester, et puis donc il faut le temps pour le tester, et puis après il y a ceux qui contredisent le truc, ou alors on s'aperçoit que c'est pas, que ça fonctionne pas, et donc il faut refaire différemment, je suppose. Enfin, je suis pas dans ce milieu de la recherche, mais oui, effectivement. Et alors donc de l'autre côté, tu as le versant qui voudrait que l'intelligence émotionnelle soit des traits de personnalité. Et alors comment on mesurerait ça? Est-ce qu'il parle de mesures d'ailleurs dans ce cas? Oui, ce sont des mesures. En fait, ce seront les mêmes mesures, ce seront exactement les mêmes mesures que ce qu'on va faire dans un test de personnalité typique. Dans un test de Big Five typique, c'est exactement le même type de mesures qu'on va faire. Et donc, là, on a des auteurs comme Goldman ou Petritz et Furnham, je crois, qui sont des grands représentants de ça, qui ont vraiment travaillé à mort là-dessus. Et qui ont développé des échelles de mesure en pensant que l'intelligence émotionnelle, qui du coup n'a plus beaucoup de sens appelée comme ça, entre parenthèses, parce qu'on ne mesure plus une intelligence mais une personnalité, pouvait mieux se mesurer par des tests, des auto-questionnaires qui mesurent des tendances d'action, des tendances d'agissement. On est clairement dans de la personnalité. Et donc là, le premier vrai gros reproche qu'on peut faire à cette façon de voir, c'est vous ne parlez pas d'intelligence émotionnelle. On ne parle pas d'intelligence émotionnelle. On parle peut-être de comportement émotionnel, on parle peut-être de tendance émotionnelle, on parle peut-être de tout ce qu'on veut d'émotionnel, mais on n'est pas en train de parler d'intelligence émotionnelle. Et c'est une critique qui revient énormément dans la littérature parce que ça apporte à confusion, évidemment, à mort. Mais c'est quoi leur réponse alors? Alors, je sais que Petritz et Furnham et d'autres auteurs, je pense notamment à Moira Mikola-Zak, j'écorche son nom, désolé. Et ils ont essayé de reculer vraiment vis-à-vis de tout ça pour prendre un nom qui est le nom de compétence émotionnelle. Et ce nom, je l'aime beaucoup. Cette dénomination, je l'aime beaucoup parce qu'elle éloigne réellement tous les problèmes. Non, en tout cas, sémantiquement parlant, elle a le mérite d'éloigner les problèmes qu'il y avait jusqu'ici par rapport à l'intelligence émotionnelle. Elle prend vraiment du recul, en fait. Et la confusion pour le grand public, parce que moi j'ai encore vu une vidéo de Goldman qui devait dater d'il y a quelques mois où il parlait d'intelligence émotionnelle. Lui, il ne recule pas, lui, par contre. Non, mais le problème dans le cas d'un chercheur, non, c'est même pas un chercheur, qu'est-ce que je dis? Dans le cas d'un journaliste scientifique. Oui, c'est ce que j'ai compris, qui a repris les trucs des autres et qui en a fait un article, et donc, et ce bouquin-là, donc. Tout à fait, ouais. Ce sont pas ses recherches. Je crois qu'il avait publié un ou deux papiers à la base, je pense qu'il avait publié un ou deux papiers à la base. Je me rappelle plus exactement, mais il me semble que oui. Et puis il y a quelques élèves à lui de son école, on va dire, qui ont aussi publié, etc. Mais il est beaucoup plus, il n'a écrit que des bouquins en fait. Il a écrit 99% de bouquins plus qu'autre chose. Il n'a pas fait de carrière scientifique, donc le considérer comme scientifique chercheur, c'est un peu se moquer du monde. Oui. Donc voilà. Le problème, donc du coup, pour clôturer ça, c'est que effectivement, une fois qu'on a bâti sa carrière sur un concept, c'est compliqué 30 ans plus tard de dire bon en fait les gars je me suis trompé. C'est compliqué et vraiment je peux pas lui jeter la pierre, mais je suppose qu'il y en a qui ont fait ça, non? J'ai des exemples de psychologues ou de chercheurs qui se sont enfoncés dans leur construit en sachant très bien qu'ils ne valaient pas grand chose, mais au final ça avait bien marché en termes de marketing, et donc ils ont perduré là-dessus, ils ont rajouté des couches. Je parle dans mes articles notamment de Angela de Kerkhout, je sais plus son prénom non plus, son nom de famille pardon, qui a produit, qui a inventé le concept du grit,
qui est quelque chose comme la persévérance, la capacité à persévérer, un truc ainsi, qui est un copier-coller complet à tout point de vue, hein, il n'y a vraiment aucun doute, du trait consensuel du Big Five. C'est un copier-coller absolument scandaleux. C'est vraiment du 100%. Les méta-analyses sont claires. Vraiment, il y a rien qui le différencie. Et donc, ben, elle a travaillé là-dessus pendant 10 ans, 15 ans, je ne sais même plus, jusqu'au moment où les chercheurs ont dit bon, c'était mignon, mais là, il faut vraiment arrêter. Et donc là, elle a aménagé un peu le truc et elle a commencé à nous dire oui, mais en fait, c'est pas vraiment ce que ça voulait dire. Ce qui compte, c'est vraiment l'amour qu'on a pour la matière ou le projet qu'on a, et c'est ça qui fait que ça perdure. Bon, ça, c'est des galipettes qu'en termes de scientifique, en termes de recherche scientifique, c'est plus de la science. Dans ton article, justement, par rapport à ce parallèle, au grit et au trait, à quel trait tu disais du Big Five ? Très consciencieux. Ouais, d'accord. Et donc, tu disais que ces branches-là de l'intelligence émotionnelle, que les tests, en fait, n'arrivaient pas à dépasser ces traits-là de personnalité, ou je sais plus lesquels de traits. Et c'était à ça qu'on voyait que ça ne servait à rien de continuer là-dedans. C'est-à-dire, est-ce que tu peux expliquer ce que j'essaie d'expliquer mal ? Ouais. Bon, franchement, c'était pas si mal que ça. Honnêtement, c'était pas si mal. Donc, dans le cas des auto-questionnaires et dans le cas de l'IE qui est vu comme un trait de personnalité, hein, on ne parle plus ici de performance, donc dans le cas de Goldman notamment, eh bien, une des choses qui était à faire, puisqu'on parle de trait de personnalité, eh bien, c'était de faire ce que j'ai dit qu'il fallait faire à la base, à savoir, il faut confronter ce nouveau concept d'intelligence émotionnelle, ou de trait émotionnel, on va dire, avec le Big Five. Il faut absolument le confronter parce que, à quel point est-ce que cela est vraiment la même chose ? Parce que l'idée n'est pas juste de créer un concept pour créer un concept. Quand on crée un concept en psycho, bon, on découvre quelque chose de super, mais après on en fait quoi ? On ne crée pas juste un concept pour dire de super, j'ai créé un concept et voilà, et tout le monde est heureux. Non, on en a des applications concrètes derrière. Typiquement, le QI, le nombre d'applications qu'il y a derrière, ça prédit la réussite scolaire, ça prédit la réussite sociale, ça prédit la réussite professionnelle, ça prédit la réussite même maritale en partie, etc., etc., etc. Ça prédit en partie les capacités à tomber malade, à avoir des accidents enfin voilà. Le QI, ça prédit plein de choses dans la vie des gens. Donc ça a de l'application concrète. En moyenne, hein, on est bien en moyenne, bien sûr, de moyenne statistique, quoi. Et donc, le Big Five, c'est pareil. Le Big Five, il prédit plein de choses. Si on prend le trait consciencieux, ça prédit aussi la réussite scolaire en partie. Si on prend le trait névrosisme, ça prédit la satisfaction maritale aussi en partie, etc., etc. Et donc, si on arrive avec un nouveau concept et qu'on dit, voilà, j'ai un nouveau concept qui est génial et qui prédit sûrement la réussite scolaire et probablement la performance au travail, hein, parce que Goldman a beaucoup insisté sur la performance au travail, eh bien, il faut, confronter notre concept au Big Five, confronter pour voir si on n'est pas en train de dire exactement la même chose que ce que le Big Five dit, mais appelé autrement. Et 2, ensuite, il faut prédire les trucs qu'on dit qu'il prédit. Donc, de fait, si on dit que ça prédit la réussite sociale, la réussite scolaire ou la performance au travail, eh bien, il faut prédire la performance au travail. Ouais. Et ça n'a pas été. Et le problème, c'est que lorsqu'on fait ça, le Big Five mange absolument toute la corrélation. Pratiquement toute. En termes un petit peu plus psycho, on parle de validité prédictive. C'est le terme qu'on utilise en psycho. C'est juste pour dire, voilà, j'ai un concept, le trait consciencieux, qui prédit, imaginons, je ne sais plus le chiffre exact, je crois que c'était 15% de mémoire, peut-être que je me trompe, qui prédit 15% de la réussite scolaire. Voilà. Donc je rentre pas dans les détails, mais imaginons que j'ai un trait consciencieux qui prédit 15% de la réussite scolaire. Donc les individus, je peux les comparer entre eux, et je sais que entre les différences de réussite entre les individus, eh bien 15% de cette différence, elle est attribuable, en moyenne, à un concept, à un truc qui s'appelle le trait consciencieux. Oui. Ok. Moi, j'arrive avec un nouveau concept qui s'appelle l'intelligence émotionnelle, et je me dis, oui, ok pour le trait consciencieux, mais regarde, moi, je peux aussi prédire. D'accord, du coup, montre-moi qu'est-ce que tu rajoutes. Peut-être que tu vas rajouter 5, 10, 15, 20% à ma validité prédictive de base. Et donc, à ce moment-là, grâce au trait consciencieux plus au trait intelligence émotionnelle, eh bien, boum, on arrive à prédire 40% de différence de réussite entre les individus. Et là, ce serait évidemment incroyable. Le problème, c'est ce qu'on obtient, c'est plutôt 0,5% en plus. D'accord, ouais. Là, c'est compliqué. C'est pas la même chose, ouais. Une de mes questions, c'est pour quelles raisons on fait ces recherches sur l'intelligence émotionnelle ? Quelles sont les motivations des chercheurs ? Pourquoi essayer de créer quelque chose de tel, en fait ? À la base, je pense que c'est parce que l'idée du QI, c'est déplaisant quand même. C'est pas très cool. D'accord. Okay. Et je le dis en étant moi-même plongé dans la littérature là-dessus et tout ça, le QI, c'est pas une littérature facile quand on la lit.
parce que le QI, c'est une littérature qui peut faire froid dans le dos par rapport aux implications concrètes qu'il y a lorsqu'on comprend les différences d'intelligence entre les gens. Voilà, malheureusement, les choses sont ainsi, il y a des différences d'intelligence entre les gens, et ces différences, on n'arrive pas spécialement bien à les réduire, parce que le problème, c'est que lorsqu'on met des choses en place pour augmenter l'intelligence des gens, ce sont ceux qui sont déjà le plus intelligents qui en profitent le plus. Ben oui, je suis... En fait, c'est ce qu'on voit notamment qu'on a vu notamment avec l'effet Flynn, qui est un effet qui montre que le QI mondial a augmenté pendant des décennies, ça a augmenté. Mais donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens intelligents sont devenus encore plus intelligents, et les gens qui étaient moins intelligents sont devenus un peu plus intelligents, mais ils n'ont quand même pas rattrapé ceux qui l'étaient déjà beaucoup à la base. Et donc, on voit vraiment qu'il y a une augmentation comme ça. Et malheureusement, c'est une courbe en cloche. Hein, c'est une distribution qu'on appelle normale. C'est comme ça. C'est-à-dire que la majorité des gens sont au milieu. Et puis, il y a des gens qui sont extrêmement intelligents et d'autres qui sont beaucoup moins intelligents. Et ça, ça a des implications, extrêmement concrètes, notamment dans la réussite professionnelle, notamment dans la performance au travail. Le QI est le meilleur prédicteur de réussite professionnelle. On sait que lorsque les gens sont intelligents, plus les gens sont intelligents, plus ils ont tendance à vraiment bien réussir dans leur milieu professionnel, d'autant plus lorsque ce sont des milieux professionnels qui sont complexes, qui demandent de l'adaptabilité, j'allais dire. Oui, tu as employé le terme d'influence. Ça ne veut pas dire que si on a un très haut QI, que forcément on va réussir dans la vie. Ce sont des probabilités, c'est une influence qui peut orienter... En moyenne. En moyenne. C'est très important de le dire, c'est en moyenne. Ben oui. Les gens qui ont un très haut QI ont en moyenne plus de chances de réussir professionnellement parlant et tout ça, et d'être épanoui et d'être plus productif. Bon, et ça on sait en fait, hein, ça date pas d'hier, ça date même pas d'il y a 10 ans, on le sait depuis un bon moment. Mais donc ça gênerait alors? Ça gênerait, je sais pas si ça gênerait, mais en partie, je pense que l'IE a voulu venir apporter une réponse différente à ça. L'IE a voulu venir apporter une réponse différente de ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que votre capacité cognitive, il n'y a pas que vos capacités cognitives, il y a d'autres trucs. D'autant plus que Goleman insistait beaucoup sur le fait que on peut développer cette fameuse intelligence émotionnelle. Oui. On peut la travailler. C'est ça l'histoire. Oui, voilà, donc tout le monde, entre guillemets, peut devenir CEO de chez Apple, ou je ne sais pas exactement quelles sont les promesses derrière qu'on peut espérer. Mais j'avais pas fait la relation, effectivement. Si on peut développer son intelligence émotionnelle, et boum. Ça donne un peu d'espoir et tout ça, donc bon, pourquoi pas si c'était vrai, pourquoi pas. Ce qui veut pas dire qu'on ne peut pas développer, entre parenthèses, vraiment sa gestion de soi et tout ça. Ça c'est clairement, on peut le faire, et clairement ça aide dans le milieu du travail et tout ça, mais ça n'égale pas le QI, et ça ne remplit certainement pas les promesses que Goleman pouvait en faire il y a 25 ans. Mais alors, tout à l'heure, on faisait le parallèle entre l'intelligence émotionnelle, enfin les recherches sur l'intelligence émotionnelle et le Big Five, et donc tu dis aussi qu'il y a aussi des corrélations avec le QI. Au final, ils se sont aperçus avec ces recherches que certaines de ces aptitudes, de ces capacités émotionnelles, en fait, étaient corrélées directement avec le QI. Ouais, tout à fait. Ça, c'est un des trucs qui est aussi drôle, et on en revient toujours à la même chose. Hein. Lorsqu'on crée un nouveau construit, il faut le confronter au construit qui existe déjà. Si on trouve un construit qui s'appelle l'intelligence émotionnelle, il faut confronter des construits comme le QI et le Big Five. Et ça n'a pas été fait évidemment au début, mais lorsqu'on le fait, alors si on est du côté de l'intelligence émotionnelle comme mesurée par trait, il y a vraiment juste le Big Five à 99% qui joue. C'est le Big Five quasiment qui prend tout. Mais lorsqu'on passe du côté de l'intelligence émotionnelle comme un test de performance, comme des capacités, eh bien là, le QI a son mot à dire. Et il a tellement son mot à dire que il y a certains... Alors, je vais rentrer un peu dans les détails, mais j'essaie de la faire simple. Il y a certaines sous-branches de l'intelligence émotionnelle qui pourraient être quasiment indissociables de ce que mesure en partie déjà le QI, notamment l'intelligence cristallisée et les capacités verbales, notamment, le QI mesure ça. Il y a des trucs dans l'intelligence émotionnelle qui semblent être vraiment, vraiment, vraiment juste un copier-coller, pour ainsi dire, de ce que le QI fait déjà. Et l'intelligence cristallisée, c'est le vocabulaire, par exemple, Oui, c'est l'éducation, la culture que tu as. Alors que l'intelligence fluide, de l'autre côté, c'est ça? On l'oppose. On les oppose dans le langage courant. En fait, elles ne sont pas du tout opposées. Parce que de fait, pour pouvoir apprendre et retenir des choses, il faut pouvoir les comprendre à la base. Et donc, c'est ce que fait l'intelligence fluide. L'intelligence fluide, elle permet d'analyser un problème ou un événement et d'en tirer des choses, d'en comprendre des choses. Et voilà, je viens de comprendre une nouvelle leçon de vie, presque on pourrait dire, mais ça s'applique à tout, quoi. L'eau coule, j'enlève le tuyau, l'eau tombe par terre.
Ok, ben, je viens de comprendre le mécanisme. Du coup, je n'ai pas besoin de le refaire 8 fois pour comprendre que si j'enlève le tuyau quand j'allume le robinet, l'eau va tomber par terre. Et donc, désormais, je sais une chose. Je sais que lorsque j'enlève le tuyau et que l'eau coule, eh bien, elle va tomber par terre. Donc, on vient d'utiliser... L'intelligence fluide permet de transférer des connaissances, en fait. Alors que l'intelligence cristallisée, c'est de se dire, ça, c'est un robinet, parce qu'on l'a appris. Tout à fait. Ça, c'est un robinet à machin, et ça, c'est un... Oui, voilà, ok. Et donc, il y a certains items... Ça va tomber. Oui. Ouais. Et donc il y a certains items, donc des tests de QI, qui mesurent l'intelligence cristallisée et d'autres qui mesurent l'intelligence fluide. Et là, donc, on s'est aperçu que l'intelligence émotionnelle avait plus à voir avec l'intelligence cristallisée, donc. Oui, parce que ça a du sens, en fait, si on y réfléchit, c'est que lorsqu'on fait des tests d'intelligence émotionnelle, de performance, encore une fois, eh bien, ce qu'on va nous présenter devant nous, ça va être des photos de gens qui ont des émotions, et on doit reconnaître les émotions. Oui, mais qui dit reconnaître quelque chose, dit faire appel à des connaissances. Oui. On ne reconnaît pas quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, un vocabulaire. Et donc, on est typiquement, parfaitement dans de l'intelligence cristallisée. Alors, c'est compliqué parce que les tests ne sont pas très bien faits et tout ça. Et donc, voilà, mais on a des corrélations qui laissent planer le doute quand même sur à quel point est-ce que ces tâches-là sont de l'intelligence émotionnelle et ne sont pas juste une variante d'intelligence cristallisée, intelligence verbale, on pourrait dire, quoi, composante verbale. Donc l'intelligence émotionnelle, elle serait plutôt soluble dans le quotient intellectuel, dans une certaine mesure au final. Dans une certaine mesure, oui, je pense qu'on peut le dire comme ça. De toute façon, le fait que les gens puissent analyser des émotions, c'est pas le bon terme, reconnaître des émotions, puissent reconnaître des émotions, reconnaître leurs émotions, et derrière en partie les utiliser, selon le contexte, ça n'est clairement pas ça ne peut pas être dissocié du QI, de l'intelligence cognitive, du facteur G, comme on pourrait dire. Ça ne peut pas être dissocié parce que il n'y a pas un réseau neuronal qui s'occupe de l'émotion, il y a un réseau neuronal qui s'occupe de la réflexion. Enfin, tout est hyper interconnecté. On sait évidemment qu'il y a des zones qui sont plus spécialisées que d'autres dans certaines choses. Par exemple, un truc très connu, c'est que l'amygdale est une des zones qui est plus spécifiquement utilisée dans la reconnaissance des événements nouveaux, des événements surprenants. On l'associe beaucoup à la peur, mais c'est pas vraiment que ça. Et donc, elle a une fonction en termes d'émotion qui est importante, principalement. Mais ça n'est pas pour autant que, voilà, on a une amygdale, par exemple, avec, je ne sais pas, un hypothalamus qui gère la colère, la joie, la peur et tout ça. Et puis, de l'autre côté, on aurait un cortex préfrontal avec un lobe occipital qui font que de l'analyse sémantique. Et ça ne fonctionne absolument, évidemment pas comme ça. Ça ne fonctionne vraiment pas comme ça. C'est tellement interconnecté que les émotions et la réflexion sont indissociables en pratique. Je veux dire, c'est pas métaphorique. En pratique, c'est indissociable. On ne réfléchit pas si on n'a pas d'émotions. On est incapable de réfléchir sans émotions. La littérature est extrêmement claire là-dessus. Ok, mais alors, qu'est-ce qu'on peut répondre? Ça, c'est une question aussi que je pose un peu à tout le monde, à ceux qui disent, oui, mais la science, ça évolue tout le temps, ça change tout le temps, la science ne sait pas tout, elle va découvrir des trucs de taré. Est-ce que tu vois, par exemple, dans ce domaine-là que tu aimes bien étudier et sur lequel tu as fait les 4 articles, la série d'articles, dans le domaine de l'intelligence émotionnelle, comment est-ce que tu vois l'évolution et l'avenir de ces recherches-là? Il existe des papiers qui sont encourageants sur le fait que l'intelligence émotionnelle, si elle était retravaillée d'un point de vue performance, je dois préciser parce que sinon on s'y perd, d'un point de vue performance, si elle est retravaillée, si elle est reconceptualisée, on va dire, un peu, en partie en tout cas, et surtout si elle est mieux mesurée que ce qu'on fait actuellement, on l'intégrerait dans le fameux modèle CHC de l'intelligence actuelle, le modèle dominant, qui regroupe toutes les compétences cognitives qu'on connaît aujourd'hui. Et il y aurait une petite place éventuellement pour l'IE, pour l'intelligence émotionnelle, voilà, il y aurait une petite place aux côtés de l'intelligence fluide, cristallisée, les capacités visuospatiales et tout ça. Il y aurait une petite place pour l'IE, mais qui du coup, dans tous les cas, et c'est là que ça devient drôle, serait englobé dans le facteur G. Le facteur G ce serait le maître mot de l'histoire. Et donc, on serait clairement, très clairement, toujours dans quelque chose qui est lié à la cognition, au raisonnement et tout ça. Oui, d'accord. Parce que là, tu as répondu aussi à une autre question que je voulais te poser, c'est qu'il y aurait certaines personnes, quand on va dans les réseaux sociaux, dont le discours dit « Oui, mais c'est bien beau de prédire la réussite sociale, la réussite machin, tout ça, mais… »
Il n'y a pas que il y a pas que le travail dans la vie, il n'y a pas que la réussite sociale dans la vie, il n'y a pas que l'argent. Et donc c'est pour ça qu'ils sont plus attachés à leur idée de quotient émotionnel que à cette idée de quotient intellectuel qui, dans leur tête, prédit des choses froides. Alors que, comme tu disais, le quotient intellectuel, ça prédit aussi une meilleure santé. Bien sûr, ça prédit une meilleure relation. Hein. Et aussi des meilleures relations, enfin, en bien général, sûr, encore une fois. Tout à fait, ouais, tout à fait, en moyenne, toujours. Hein. Ouais. Et qui dit meilleure relation, enfin, une meilleure intelligence, intelligence dans le sens de comprendre effectivement les gens, donc une meilleure empathie, donc probablement. Tout un tas de trucs comme ça. Mais je sais pas ce qui fait que les gens restent dans cette espèce de dichotomie raison contre émotion. Est-ce que c'est quelque chose qui est culturel? Est-ce qu'il y a une autre vision dans d'autres sociétés, dans d'autres cultures? Je sais pas, probablement. Mais probablement. Je connais pas bien la littérature interculturelle par rapport aux émotions. Je sais que Lisa Barrett-Feldman travaille beaucoup sur les questions d'émotions d'un point de vue interculturel, mais je ne sais pas exactement ce qu'il y a dans les autres cultures et de la vision qu'on a de ces choses-là. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que le débat raison vs émotion, il a pas une décennie, oui. Il a bien plus que ça. Et dans le monde scientifique, il est clos depuis très longtemps. Il est clos depuis un bon moment. Notamment avec le livre de Damasio sur les marqueurs somatiques, qui est un incontournable, je pense, si on veut lire ça, enfin si on veut comprendre ça. Alors j'ai une question que j'avais pas prévue, qui m'est venue pendant la discussion. Comment qualifier donc ceux qui scorent très bas en intelligence émotionnelle? Est-ce que ça a trait directement à des pathologies ou à des traits de personnalité? Ça va mélanger. Si on reprend donc les tâches qui sont demandées dans les tests de performance de l'IE, il y a certaines tâches qui vont faire appel à de l'intelligence en tant que telle, à du cognitif, à de la réflexion, à de l'analyse et tout ça. Et il y a des tâches qui vont faire appel, c'est aussi de l'analyse, mais à plutôt quand même des tendances comportementales, même dans les tests de performance. Typiquement, la gestion de soi, la gestion de la colère et tout ça, ce sont des choses qui sont beaucoup mieux reprises et expliquées par notamment le trait consciencieux et le trait névrosisme, par exemple, du Big Five. Mais la reconnaissance des émotions sur une photo, par exemple, ça n'a pas grand-chose à voir avec de la personnalité. Et donc là, on toucherait plus à de l'intelligence en tant que telle. Et donc les personnes qui ne seraient pas suffisantes dans ces compétences-là, dans ces tâches-là, on peut imaginer qu'il y aurait de réels déficits d'empathie, par exemple. On peut tout à fait imaginer ça, ou des déficits de capacité visuelle aussi, pourquoi pas, il pourrait y avoir des vrais soucis visuels. Et donc là, on n'est pas vraiment dans de la personnalité. L'empathie, c'est vraiment compliqué parce que c'est un mélange complexe de personnalité, de capacité, c'est très complexe, mais voilà. Ceux qui se laissent déborder par leurs émotions, est-ce qu'ils ont une place dans un barème de quotient émotionnel? Les gens qui se laissent vraiment déborder par leurs émotions... C'est-à-dire les fameux HPE. Oui, mais là, on est typiquement sur des personnes qui scorent haut en névrosisme et qui peuvent avoir tendance à avoir des scores bas en très consciencieux. C'est pas directement lié, mais voilà, ça pourrait aller de pair, on va dire. Mais le facteur principal, ce serait le score haut en névrosisme. Et donc, ces gens-là, en fait, sont des personnes qui sont extrêmement à fleur de peau, comme on pourrait dire, ont vraiment des difficultés à se gérer émotionnellement, ils prennent les choses souvent très à cœur, ils ressentent souvent vite de l'anxiété, ils sont plus vite stressés, ils sont plus vite énervés, ils vont pleurer plus vite, etc., etc., etc. Et donc ces personnes-là, de fait, vont avoir typiquement ce genre de réaction, et ça n'a pas grand-chose à voir avec de l'intelligence. C'est vraiment une tendance de personnalité. Justement. Ou des compétences. Maintenant, ça peut se travailler derrière, on peut aménager des choses. C'est ce qu'on peut faire en thérapie et en psychologie clinique. Ok, bah écoute, est-ce que tu as un message à faire passer, enfin Je pense qu'on peut dire qu'on a discuté aujourd'hui de tous ces concepts et tout ça d'un point de vue scientifique, d'un point de vue psychométrique. Voilà, j'étais là, entre guillemets, pour casser des œufs. Ça ne veut pas dire derrière que ce que englobe ces concepts n'existe pas. Évidemment, ça existe, la reconnaissance des émotions, ça existe la gestion de soi, ça existe la gestion des conflits, tout ça existe évidemment. Et ça ne veut pas dire que tout ça n'est pas travaillable, n'est pas améliorable, n'est pas... voilà, on peut faire plein de choses, même quand ça touche au trait de personnalité, on sait faire plein de trucs. On est capable vraiment, je pense en tant que psychoclinicien, que l'humain est capable d'améliorer et de changer beaucoup de choses dans sa personne, avec de la rigueur et tout ça, je le crois vraiment profondément. Il y a des choses qui sont plus difficiles que d'autres à changer, ça c'est certain, mais je pense que réellement, les gens doivent se dire que tout ce qui est décrit dans l'intelligence émotionnelle, tout ce qui est évoqué dans l'intelligence émotionnelle comme les promesses de on peut améliorer chic, on peut améliorer chaque, ces promesses-là existent entre guillemets,
mais elles n'ont pas de sens quand elles sont rattachées scientifiquement à l'intelligence émotionnelle. Mais on peut les appliquer en thérapie, on peut appliquer, voilà, j'aimerais mieux gérer mes conflits avec ma fille, j'aimerais être plus empathique au travail avec mes collègues, etc. Oui, tout ça est faisable. Tout ça est faisable. Dans une certaine mesure, tout ça est faisable. Ce n'est pas parce que le concept d'intelligence émotionnelle n'existe pas, comme j'aime le dire au sens scientifique du terme, que tout ce qu'il y a derrière qui est englobé n'existe pas. Ça existe. Livio Tridoli, merci. On peut donc te retrouver sur Instagram, sur Facebook, est-ce que tu postes sur LinkedIn aussi? Non, non, du tout. Pas sur LinkedIn. Tu fais TikTok? Non, pas TikTok non plus. Snapchat, non? Non plus. Non, je reste concentré sur Facebook et Instagram, c'est déjà beaucoup de boulot. En attendant là, on va te voir sur YouTube, l'étoile montante donc de la vulgarisation psychologique. Écoute, en tout cas, moi, tu m'as bien permis de découvrir beaucoup de choses. Et donc, on peut retrouver tes 4 articles ils sont pas résumés, ils sont carrément mis aussi sur Instagram en entier, non? Ou ils sont... Non, les 4 articles donc sont résumés sur Instagram via des petits posts. Ah, d'accord. Mais les articles complets sont sur mon blog psychome.be. Voilà, et on mettra tous les liens sur la description. Merci beaucoup, Livio Tridoli, c'était un plaisir. Et si on pouvait refaire ça sur un autre sujet, c'est quand tu veux. Voilà.